Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope, comment ça va ? Bonjour Martin, ouais, c'est un petit peu, ce matin on a failli avoir des problèmes de micro, la technique nous lâche, mais... On a retenté des choses, j'ai retenté de mettre une oreillette pour t'entendre un peu mieux et faire l'émission, impossible de le faire, puis on manque de temps à chaque fois pour faire des réglages complexes. C'est pas grave, on est en ligne et on peut vous faire cette émission dans laquelle on fait le tour du monde ludique. On se retrouve ensemble pour jeter un petit coup d'œil sur les jeux qui sont annoncés, qui vont sortir prochainement et que l'on va recevoir sur nos tables un petit peu plus tard dans l'année, parce que là c'est les premières annonces. Comme d'habitude, on va revenir sur quelques news très peu. Cette semaine-là, on n'a vraiment pas grand-chose. Très léger. On va revenir sur les sorties qui vous ont le plus tenté parmi celles qu'on vous a annoncées en début de semaine avec Aline et avec Rachel. Et puis, on terminera avec une petite minute culturelle. C'est une minute culturelle cette semaine. Oui, une petite. J'ai pu rejouer un petit peu. Tu es extrêmement bien éclairé cette semaine, je tiens à te le dire. La semaine dernière, tu te trouvais un peu gris. Je te trouve formidablement éclairé. J'ai rajouté un petit peu d'exposition sur mon appareil et je l'ai remis en automatique. Parce que vraiment, tout le monde me conseille toujours, mais non, mais faut tout mettre manuellement. Et puis en fait, quand on remet en automatique d'un seul coup, ça redevient mieux. Bon, ça, je reconnais mes limites là-dedans. Alors, on va commencer par vous parler de quelques petites nouveautés, quelques petites actualités. C'est vrai que les actualités que l'on va passer, c'est rarement des actualités positives. Bizarrement, on a peu d'annonces de création d'un nouveau truc. Ça nous manque. Pourtant, un peu parfois. Peut-être qu'on a moins de propension à communiquer quand il s'agit de bonnes nouvelles. La première nouvelle dont on parle, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, puisqu'on va vous parler d'Altered, le jeu de cartes à collectionner en financement participatif, pour lequel c'est pas si simple apparemment. Ils ont relancé un financement participatif dans le but de pouvoir proposer ce jeu aux passionnés. Et là, il y a eu des annonces comme quoi les montants récoltés jusqu'à présent ne sont pas suffisants. Tout à fait. En fait, c'est une réalité que les gens parfois n'ont pas, dont n'ont pas conscience forcément les gens quand ils financent quand ils participent à un financement participatif. Ils pensent souvent que le montant demandé est le montant nécessaire. Que le minimum demandé pour réaliser le financement participatif est le montant nécessaire à la réalisation du projet. Et souvent, en fait, c'est un montant qui est bien. Et donc, en fait, ils ont un financement participatif en ce moment pour leur extension Seeds of Unity. Et la campagne a déjà récolté plus de 535 000 euros auprès de plus de 2000 contributeurs. Et c'est 10 fois l'objectif affiché qui est de 50 000. Donc, ça semblerait être très bon. Mais en fait, Equinox, ils ont révélé, et c'est le cas pour tous les financements, que leur véritable besoin financier, il est de 2,5 millions d'euros. Donc, on est très, très loin des 535 000 qui ont été levés. Et il manque 2 millions. Voilà, il manque 2 millions. Et ils expliquent que si ce montant n'est pas atteint, le projet sera annulé et tous les contributeurs seront remboursés. C'est parfois, là, la différence, c'est que Equinox, ils sont très, très réglo, et que si ça marche pas, ils annuleront et ça s'arrêtera tout simplement. Malheureusement, bien sûr, ça a été très critiqué de la part de certains contributeurs qui estiment que le véritable besoin financier aurait dû être annoncé dès le départ. Le truc, c'est que en fait, ça ne se fait pas. Il faut savoir qu'aucun financement participatif n'annonce son véritable besoin financier. Ça n'existe pas. Ou alors sur des tout petits projets qui ont des petites sommes à annoncer. Si on annonçait dès le départ le 2,5 millions, ça serait tellement décourageant qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui donneraient au départ. Et en fait, ils ont besoin de l'impulsion de départ, ils ont besoin d'un grand nombre de contributeurs au départ pour donner la visibilité au projet, pour donner confiance aux contributeurs, etc., etc. Mais on est dans le psychologique d'une certaine manière là, c'est-à-dire qu'en donnant des montants particuliers, ça permet de déclencher une dynamique, de se dire oh là là ça va marcher, c'est fou, je vais en prendre plus, tout ça. Moi aussi je trouve ça absurde, parce que quand on y réfléchit comme ça, entre nous, on se dit c'est je le dis sur le chat, c'est un peu de la triche quand même. C'est de la psychologie. En même temps, ceux qui lancent les financements participatifs, c'est ce montant-là qui est absurde, mais derrière ils ne cachent pas de leur nécessité et de leurs besoins quand on discute avec eux. Je vais même dire particulièrement là, Equinox sont parmi les moins tricheurs, puisqu'ils annoncent clairement on a besoin de temps. Mais tout, absolument tout, ne soyez pas dans l'illusion, absolument tous les financements participatifs fonctionnent sur le même principe. Il y a le montant affiché
pour en fait motiver, et le montant réel attendu. Alors des fois, ils font un peu, ils voient un peu leurs besoins à la baisse en cours de route pour pouvoir quand même réaliser, même s'ils n'ont pas atteint tout à fait le stade, ou inversement, des fois ils ont beaucoup plus. Mais la réalité, c'est celle-là. Le montant demandé n'est jamais le montant nécessaire pour le financement. Voilà pour cette première nouvelle. On va continuer avec la seconde. Donc, un Munchkin, tu as vu Pathfinder qui arrivera sur Steam. Oui, voilà, tout simplement. Petite news, cette fois-ci plus rigolote. Pour les fans de Munchkin, le jeu de société, eh bien, je vous tiens au courant des fois des portages de jeux de société sur Steam. Et surtout que celui-là, franchement, je trouve qu'il a l'air rigolo. Enfin, c'est mignonnement porté. En fait, j'aime bien la qualité souvent des jeux qui sont portés vraiment sur Steam et pas seulement en application ou sur BGA. C'est vraiment, on va avoir une interface jeu vidéo. Et en fait, Munchkin Digital Pathfinder va être disponible incessamment sous peu sur Steam. C'est pas encore le cas, mais ça va être bientôt. Donc, vous pouvez suivre d'ores et déjà la page si vous aimez bien le jeu. Parfois, au début, il y a des offres, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Et j'ai vu un autre jeu qui allait arriver, mais d'un coup, j'ai un trou de mémoire parce que je lis toutes vos questions et vous êtes passionnés par le premier sujet. On continue avec les... Alors, ce sera tout en news, on n'a pas beaucoup d'autres nouvelles. Rachel dit que je suis décoiffé. Je suis décoiffé, vraiment? J'ai des épis, je suis désolé. J'ai pas beaucoup de cheveux aussi. C'est un problème. On continue avec les sorties les plus attendues de la semaine, puisqu'on vous fait voter en début de semaine, le lundi, le mardi ou le mardi, sur les jeux qui arrivent cette semaine même, et vous avez l'occasion de nous donner vos avis sur l'application umdj.fr. Alors, on regarde... Quelle belle semaine. Ouais, c'est une très jolie semaine, parce que le jeu qui est le plus attendu cette semaine, c'est Sweetlands. À chaque fois, je le refais, mon petit avertissement, parce qu'en fait, la boîte, elle est pop, elle est colorée, elle donne envie, on a l'impression que c'est un jeu familial. L'avertissement que je donne, c'est pas du tout, faites attention à ce jeu, c'est pas du tout, il est pas bon, évitez-le, c'est pas ça. C'est vérifier que c'est pour vous, surtout, parce que c'est quand j'y ai joué, moi-même j'ai été surpris en me disant oh, mais c'est un vrai gros jeu expert de gestion, comme on en attend souvent, comme on espère en avoir. Bah, celui-ci en fait partie. C'est pas simple. Il y a plein de choses à l'intérieur, mais ça conviendra pas à tout le monde. Et quand je regarde les votes, je vous cache pas qu'il y a des joueurs qui habituellement font plutôt du jeu d'ambiance qui sont à fond sur Sweetlands. Hein. Il est en tête de tous les classements. Tu te dis c'est bizarre quand même. Donc j'ai l'impression que la boîte elle donne des mauvaises indications parfois sur les joueurs à qui il se destine. C'est le côté. Vous soyez déçus que je vous dis ça, mais sinon le jeu est très chouette. C'est le côté asiatique du graphisme. En Asie, c'est beaucoup plus courant d'avoir des visuels kawaii et mignons pour même des mécaniques plus tendues et plus expertes. Moi, Sweetlands est clairement une de mes meilleures expériences de jeu expert de l'année, et effectivement, c'est un des deux jeux les plus costauds. Moi, je mettrais Civolution et Sweetlands sur le même plan. Ça prend à peu près... Alors, Civolution est plus long à expliquer, plus long à prendre en main, mais Sweetlands est vraiment très long à jouer. Hein. C'est 2h30 de partie à deux. C'est vraiment beaucoup de choix, très difficile à gagner aussi. Donc, et c'est génial. Moi, j'ai adoré Sweetlands. Je comprends pourquoi c'est quand même en premier des attentes, et ça le mérite parce que c'est un grand jeu expert qui réinvente pas, qui n'a pas particulièrement de nouveautés dedans, mais tout est super bien articulé l'un avec l'autre, et puis ça propose quelque chose, une histoire qu'on se raconte entre guillemets au niveau des mécaniques. On sait ce qu'on est en train de faire, c'est très agréable. On a Barrick sur le chat qui dit oh là là, tu sais qui vote quoi, donc je vais faire gaffe à noter bien noter les jeux de mes clients. Non, on sait pas qui vote quoi, heureusement d'ailleurs. Hein. On a juste des informations, des statistiques moyennes sur est-ce que les joueurs qui ont tendance à voter expert de manière générale, mais nous on voit la stat moyenne, on n'a pas les noms derrière, évidemment. Donc les joueurs, je ne vais pas regarder là les statistiques sur Sweetlands en particulier, mais on a plusieurs catégories que nous a programmé Johan Levé. Les votes des joueurs qui habituellement votent bien les jeux familiaux, les votes des joueurs experts plutôt, et puis les initiés. Voilà, on peut regarder dans le détail à qui plaît le jeu.
On continue avec Kikai, donc c'est le deuxième jeu qui est le plus sollicité en ce moment. On reçoit d'ailleurs Fantasy Game au chalet juste là, donc on va pouvoir se plonger dans Kikai Bricolage Edge pour le sous-titre. Je crois que c'est toujours indiqué en sous-titre, mais c'était la version d'origine. Ouais. C'est en fait c'est tête de bricolage, bricolage heads. Je crois que c'est ça le. Mais c'est Kikai, c'est un jeu à deux, un jeu expert à deux, exclusivement à deux. Avec un peu une gestion de réseau. Il y a eu des comparaisons faites avec du Brass, etc. Et pareil, là, on a un visuel qui est hyper Japon, avec le thème n'a rien à voir avec justement un jeu de train, mais on pourrait retrouver des sensations de jeu de train à l'intérieur avec du transport de marchandises, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est un jeu dans lequel on va exposer des œuvres dans la ville de Tokyo, et on va essayer de faire venir des gens pour regarder nos œuvres dans la ville de Tokyo. Et moi, j'ai fait un début de partie, j'ai trouvé ça génial. Je fais une partie cet après-midi sur ma chaîne en live normalement. Et c'est pareil. Là, on est sur entre Sweetlands et Kikai, c'est vraiment d'excellents jeux experts qui sortent en fin d'année, quoi. C'est hyper propre en mécanique, c'est hyper carré. Très très belle sortie de fantasy. Moi, je suis ultra d'accord avec les gens et leur ordre d'attente. Et Kikai n'est pas en rupture, nous dit Floref. Alors, normalement, ils sortent demain, ces jeux-là. Donc, Sweetlands, apparemment, certains l'avaient en boutique avant, puisque je vois qu'on a des commentaires, c'est déjà en rupture chez moi. Bon. Je pense que c'est peut-être en rupture parce que c'est déjà précommandé. Ouais. Peut-être. Ensuite, on a en troisième position Space Lab. Space Lab, très chouette aussi. C'est un jeu de construction de tableaux, mais assez joueur. On est parce que ce sont les mêmes auteurs que Far Away. C'est au-dessus d'un Château Combo, comme réflexion quand même. Et c'est chouette. J'ai beaucoup aimé, moi, Space Lab. J'ai hâte d'y rejouer d'ailleurs. Ah ouais, j'aime beaucoup, parce que ce que j'aime beaucoup dans Space Lab, c'est le petit aspect vraiment course, en fait. On va vraiment s'observer les uns les autres pour timer. Est-ce que je fais un peu plus de points, ou est-ce que j'essaye d'accélérer ce que je suis en train de faire pour couper court à ce qui est en train de se passer autour de la table et gagner sur la vitesse. C'est tout simple, très élégant, hyper agréable à jouer. En plus, le matos, c'est vraiment, enfin, les illustrations, elles sont superbes sur ce jeu. J'adore la couverture, j'adore l'effet moiré qui a été fait sur une partie du matériel. Hyper bien, très 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 chouette jeu. Moi, c'est une semaine parfaite pour moi, hein, je vous le dis, j'aime tous les jeux. Bah oui, Sleeping Gods, on sait que tu es attaché à Sleeping Gods bien aussi. Sûr. Là, c'est la petite boîte, hein, c'est Primeval Péril. Alors, c'est pas si petit parce qu'il y a du contenu à l'intérieur, mais c'est des enquêtes, c'est une aventure un peu plus courte que la grosse boîte. Je crois que oui, c'est un standalone, hein. Je l'ai pas encore joué. Je vais le faire là incessamment sous peu. Mais c'est le jeu narratif pour moi qui est vraiment, c'est du Zelda dans une boîte, quoi. On se promène et on va avoir plein d'aventures en arbre. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un chemin. On peut aller partout. On va explorer un monde, et c'est ça que j'adore dans Sleeping Gods. Et là, ils reviennent dans une formule plus accessible, je pense, parce que plus petite boîte, un peu ce qu'avait fait le 7e continent, je crois, un petit côté, c'est pas tout à fait la même chose, mais un petit côté essentiel de cette boîte-là. Et voilà, c'est Rachou qui nous dit, oui, c'est pour ceux qui auraient hésité à se lancer dans une grosse boîte. Et en plus, c'est une nouvelle histoire, donc c'est génial parce que ça complète, quoi. Et enfin, Digi7, c'est un jeu dans lequel on va essayer de retrouver non pas des auteurs de musique, non pas des musiques, le nom des chansons, mais les cartes sont thématiques dans Digi7. Tu sais, contrairement à un Hitster où on classe les cartes par date, où on essaie de retrouver la musique et le compositeur, là, cette fois-ci, on lance une musique, et si le thème c'est la cuisine, faut trouver à quel plat cette musique fait référence, qu'est-ce qui, dans la chanson, peut éventuellement évoquer un plat. C'est très rigolo du coup, parce que tout le monde peut jouer, même ceux qui sont un peu bloqués, ceux qui n'ont pas les dates, on peut tous s'amuser, puis c'est des airs qu'on a dans la tête, donc ça, moi j'avoue que je préfère Hitster. Ah moi, c'est on aurait pu croire que j'allais dire ce jeu-là non, et celui-là aussi je l'aime beaucoup. J'y ai joué ce week-end, j'y ai joué presque 1h30 d'affilée. C'est le genre, c'est exactement le genre de jeu de quiz musical que j'aurais eu envie qu'il soit créé, donc merci ceux qui l'ont créé. Mais c'est une excellente idée parce que c'est beaucoup moins bloquant. Ça fait beaucoup moins appel à la connaissance du nom et de l'auteur et de tout ça, ce qui est parfois compliqué, qu'à
au souvenir qu'on en a. C'est-à-dire Ouais. que ah ouais, je connais pas cet auteur, je connais pas tout, mais je sais que cette chanson, elle parle de crevettes. J'en sais rien. Et donc ça va nous venir naturellement. Ah oui, c'est la chanson qui parle c'est quoi? C'est un restaurant, c'est un restaurant. Et ça crée beaucoup de blagues autour de la table parce que aussi parfois, on se souvient pas très bien, mais on cite des trucs au pif en disant mais c'est quoi déjà? C'est un restaurant? Non, c'est un camping? Non, je sais plus. Là, il va y avoir tous les mots qui vont défiler comme ça. Et c'est, je trouve que ça remet un peu d'égalité dans l'exercice du quiz où parfois les gens sont trop rapides et c'est insupportable de jouer avec eux parce qu'ils en font un sport de haut niveau de connaître toutes les infos de la chanson. Là, ça remet un peu, voilà, ça remet un peu tout le monde au même niveau. C'est chouette. Super stylé, ce qu'il demande si les musiques sont faites par IA, pas du tout, évidemment. Et puis, Ah bah non. puisque là, c'est des musiques que l'on connaît bien. Et puis, non, mais c'était une blague, je pense, cette question. Alors, par contre, c'est un quiz. Alors, non seulement elles ne sont pas faites par IA, mais en plus, l'application, ils ont un accord avec moi, je le cite à chaque fois parce que je trouve ça tellement cool. Ils ont une application avec la SACEM, c'est-à-dire que les auteurs sont payés. C'est quand même pas mal, non, de prendre en compte les auteurs des musiques, ce qui n'est pas le cas avec Hitster. Donc, Ah oui. Hitster, je sais pas comment ça marche. Bah, en fait, normalement, alors, moi qui ai fait un peu Alors, de... Moi qui... là-dessus, on a discuté avec, pardon de te couper, hein, mais on a discuté avec l'éditeur de Digi7 et il nous a dit, moi j'ai contacté la SACEM comme ça en leur disant, bah, je veux faire ça, comment je peux faire pour avoir accès aux musiques Ouais. parce que je veux pas passer par Spotify ou Deezer comme le font d'autres, comme Ah, pour pouvoir gérer la musique. Et la SACEM leur a répondu que oui, les autres le font, mais en fait, ils n'ont pas spécialement le droit. Ça ne remplace pas le fait de devoir normalement payer la SACEM pour l'usage que tu en fais, le fait d'utiliser d'accord. Spotify. C'est pareil, quand tu as une boutique et que tu passes de la musique de la radio Ah, t'es dans ta censé payer boutique, la tu dois quand SACEM. même payer quelque chose, même s'il y Bien sûr, a une radio qui, de son côté, paye. Donc ça tout à fait. n'empêche pas. Donc en fait, Il faut Hitster, savoir, tu vois, ce genre de jeu, ils sont sur une limite, enfin, c'est pas très clair ouais, la façon de faire. enfin, juste parce que l'anecdote est rigolote, moi-même qui ai été musicienne et qui ai mes morceaux à la SACEM, je ne peux pas jouer mes morceaux dans un bar qui ne paye pas la SACEM. C'est-à-dire que c'est normal, en fait, on Ouais, doit, l'endroit, le lieu, ouais. doit payer le droit de diffuser mes morceaux, même si c'est mes morceaux à moi. S'ils sont à la SACEM, il doit payer le droit de les diffuser. Donc, Et là aussi, je suis pas au courant de tout, comme sur les TCG, parce que Yoann dit, Hitster utilise l'abonnement des gens. C'est pour ça qu'on est dans une zone un peu grise, parce que quand les gens sont abonnés à Spotify, bah, pas de problème. Mais vous savez très bien qu'on peut jouer à Hitster sans être abonné à Spotify. Enfin, pas de problème, j'en sais rien d'ailleurs, parce qu'en fait, ils utilisent un truc qui paye, d'accord. Mais comme la radio dans les cafés, la radio, elle paye, là, ça sème. Mais malgré tout, le café doit quand même payer quelque chose. Enfin, c'est un peu, c'est un peu compliqué moi je sais pas comment tout fonctionne, mais en tout cas eux payent et il n'y a pas de souci là-dessus et je trouve ça ils ont plutôt pensé à chouette. contacter la SACEM, en fait, tout simplement, ce qu'ils ne font pas tous. Il y a pas mal C'est toujours bien de se poser la non, question en fait, de payer ce Dracodeur qu'il qui faut dit c'est une payer. belle arnaque, non, c'est comme ça qu'on peut protéger les auteurs, hein. C'est pas une arnaque. Enfin, je sais pas. Ah oui, l'arnaque, ça serait Hitster. Après, c'est pas quelque chose que où les gens sont informés. Moi-même, je savais pas que je pouvais jouer mes propres morceaux dans un bar. C'est un domaine où c'est assez flou pour les gens, alors que c'est assez clair, hein, en réalité, quand on met dedans, Oui, le nez dedans. Mais en fait, partez du principe que même quand vous diffusez de la musique dans un bar, etc., faut avoir les droits de la SACEM. pour terminer avec ce jeu Et Digi7. non, je n'ai jamais touché d'argent de la SACEM, malheureusement. Mais moi, j'ai déjà touché des sous de ce genre d'organisme parce que quand tu fais des bouquins, il y a Oui. d'autres systèmes où, à un moment, j'ai reçu un chèque de les prêts en bibliothèque, de ce genre de choses. On se rend pas compte qu'en fait, et c'était pas rien par rapport à ce que j'avais touché à l'origine sur les premiers bouquins. C'est plutôt chouette en fait d'avoir ce genre d'organismes qui sont là pour financer la création, tout simplement, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pour terminer sur Digi7, c'est un jeu qui est compétitif aussi, il faut insister dessus parce que c'est vrai qu'on le compare à d'autres jeux, j'ai beaucoup cité Hitster, ça conviendra pas non plus à tout le monde cet aspect compétitif, on est sur l'effet quiz en fait, hein, forcément, si vous êtes à l'aise là-dessus, vous allez gagner plein de points, le meilleur gagnera sans doute, c'est classique. Dans un Hitster par exemple, il y a un aspect un peu coopératif par équipe en tout cas, qui fait que on va avoir des dynamiques qui ne sont pas les mêmes, c'est pas du tout le même jeu, il y en a qui préféreront jouer à Hitster, on le sait, et d'autres qui préféreront peut-être des G7. C'est pas mal qui adoreront les deux, je pense. L'effet quiz, pardon, Barracuda, je suis pas au point, moi, sur ces prononciations. Ce n'est Même en pas grave. français, j'ai pas les bons accents.
Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, mais c'est une semaine crème de la crème quand même. On est sur une très très belle semaine de sortie. Hein. Le tour du monde ludique, regardons les jeux qui vont arriver prochainement, dont on a entendu parler, dont les annonces ont été faites notamment pour les jeux français. C'est le cas du premier Dice Pool Party. Oui, je suis déçue. J'ai la boîte, je voulais vous la montrer parce que Attends, est-ce que je peux aller chercher j'ai peur de pas la trouver en allant la chercher en même temps. Après, on la voit là, je pense que ça suffit peut-être. Voilà, non ça suffit. Et c'était pour vous montrer parce qu'en fait, il y a une ergonomie à l'intérieur qui est un petit peu rigolote, mais on le voit parce qu'ils l'ont mis à l'arrière de la boîte. Oui, c'est un jeu qui est sorti en fait à Essen et donc auquel j'ai pu jouer à Essen, qui s'appelle Dice Pool Party. Il vient d'être officialisé par Gigamic. On voit le petit logo qui est sur la boîte. C'est un jeu de Christophe Kanzler et Thorsten Marold. Et c'est illustré par Annika Heller. Alors, c'est un petit jeu que je me suis procuré à Essen parce que j'y ai joué et j'ai trouvé ça très, très rigolo. En fait, vous allez secouer, un peu à la façon du Shake and Write de Seven Wonders Dice, où il y a des dés dans une boîte. On va secouer la boîte et on va ouvrir la boîte pendant 3 secondes. D'ailleurs, il y a le chef du tour, le premier joueur qui va juste faire 1, 2, 3 splash et qui va recouvrir tout de suite la boîte. Et il faut que vous ayez un peu une vision photographique de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte et vous allez choisir une des possibilités, une des combinaisons pour scorer à ce tour. Donc, par exemple, vous pouvez dire, j'ai vu que tous les dés roses étaient de très forte valeur. Donc, à ce tour-ci, je vais scorer les dés roses et vous mettez une petite croix dans la case des dés roses. Et on va réouvrir la boîte et chacun va marquer l'addition de ce qui va gagner. Par exemple, les dés roses, c'était un 6 et un 5. Super, j'ai marqué 11 points. C'est l'exemple qui donne un petit peu sur la boîte. Et en fait, par contre, après, vous ne pourrez plus scorer les dés roses. Et en fait, on va faire autant de manches qu'il y a de combinaisons possibles. Donc, chacun va à chaque fois choisir une petite combinaison. Et toutes les combinaisons vont y passer. À la fin, c'est le score global qui va vous faire marquer des points. C'est tout petit, c'est tout bête. C'est très marrant. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était rigolo. On va encore dire que j'ai changé et que maintenant, je vais vers des jeux à la limite du party game. Mais j'ai trouvé que ça faisait appel à la rapidité, à la prise de risque. C'est très, très sympa. Oui, je crois. Alors, j'ai jamais joué à du ballet, mais la comparaison m'a déjà été faite, donc il doit y avoir des points communs. Oui, un jeu d'observation avec des dés effectivement qu'on secoue, il faut les observer rapidement. Voilà, pour le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, je lis « Ils sont fatigués, Gigamic, en ce moment ?» Non, nous dit Black Katana, j'ai pas compris cette phrase. Pourquoi ? En tout cas, ça sort pour avril 2020. C'est une localisation, celui-ci. Oui, c'est une localisation, ouais. C'est tout à fait une localisation. C'est à la base un jeu qui est sorti chez Deep Print Game, qui est une maison d'édition allemande, si je dis pas de bêtises. Ça sort en avril 2026. Alors, le suivant, je me suis empressée de le mettre sur le programme d'aujourd'hui, alors qu'en fait, il sort déjà mi-novembre. Oui, il arrive très vite, en fait. On vient de le découvrir juste à Essen, on y a joué, moi j'ai bien aimé, j'ai été ravi de pouvoir jouer à ce jeu-là. J'ai joué qu'à celui-ci de Friedman Friese. Je sais pas si tu as fait les autres. Non, pas encore, et j'ai pas encore joué à la totalité des jeux que j'avais ramenés, et je m'étais mis celui-ci de côté en me disant j'ai encore le temps, et en fait pas du tout, ça arrive en novembre là, donc j'avais récupéré un exemplaire, je vais pouvoir y jouer, mais je connaissais un peu le principe, et j'avais effectivement, ça faisait partie des jeux que j'avais en forte attente à Essen. Ça s'appelle Formidable Farm, c'est un jeu de Friedman Friese qui faisait partie des 3-4 jeux de Friedman Friese qui sont sortis à Essen cette année, et en fait, il arrive déjà là tout de suite, mi-novembre, fin novembre peut-être, je ne sais pas s'il y aura un peu de retard, ça sera distribué par PTS Distribution. Donc, je rappelle que PTS Distribution, c'est le système de distribution qui est en fait c'est Matago derrière, c'est les mêmes que chez Matago, mais ils se sont un peu... maintenant, vous n'avez plus le logo Matago sur le jeu distribué, c'est vraiment PTS Distribution, la branche de distribution qui s'occupe de distribuer des jeux sans... le jeu doit être assuré par l'éditeur d'origine, en gros. Il y a pas c'est pas une localisation avec modification. Et c'est illustré par Sylvain Leroy. D'ailleurs, l'illustration, elle est très, très sympa. Et le jeu, c'est un jeu... c'est un jeu de troc, en fait. Et ça a l'air drôlement rigolo. Toi, tu y as joué ? Oui.
Et Et c'est très chouette en fait. Hein. C'est simplement vous avez une vingtaine de cartes dont il faut se débarrasser en les réalisant. Tout simplement, il y a des échanges à faire. Et dès qu'on a fini d'utiliser toutes ces cartes, la partie s'arrête. Et il y a aussi des cartes communes qu'on peut utiliser. Et comme on va échanger des ressources que l'on a contre d'autres ressources, on essaie de ouais, c'est trouver ça. une dynamique. Sauf que c'est pas, on construit pas un moteur en fait. On se sert des cartes que l'on a en main et de celles qui sont posées sur la table pour essayer d'être le plus efficace possible. On va se débrouiller en fonction de ce qui arrive. Il faut s'adapter. Il y a une part de hasard qui est non négligeable évidemment dans ce genre de jeu, mais c'est étonnamment agréable. J'ai bien aimé moi. Ah ouais, ça a l'air comme souvent avec lui d'être rafraîchissant et assez ludique et rigolo. Il y a ce truc. Moi, j'aime bien l'idée du troc immédiat, quoi. Je remporte ça, je gagne un cochon. Ah bah le cochon, je peux le dépenser pour faire ça. On n'a que 3 cartes maximum, je crois, durant son tour qu'on peut troquer. Et donc, faut être le plus efficace possible. Et puis, il y a un petit côté quand même au début de son tour, on va choisir une action pour récupérer un cochon, des moutons, des tomates, etc. Donc, pour compléter ça, ça a l'air très très chouette. J'ai assez hâte d'y jouer. Du coup, j'ai ce qu'il faut à la maison pour y jouer dans sa version originale. Voilà C'est pour. Rachel qui dit qu'il te volait à chaque fois ton emplacement et c'est pour ça que tu as gagné. Je suis pas du tout étonnée, Rachel. Oui. Après, elle a mal joué, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ouais. Oui, voilà il pour y a. le nouveau Friedman Freeze, il en fait plusieurs chaque année, mais à chaque fois. Alors c'est marrant parce que je crois pas que ce soit un indispensable, formidable ferme, on va le dire en français. Je pense pas que ce soit un indispensable, mais comme je l'aime bien, tu vois, moi je l'achèterais. On l'a pris à Essen, mais je Oui. l'achèterais s'il était disponible en boutique. Ouais, je comprends tout à fait. Puis moi, enfin, c'est le genre de thème que j'aime bien. J'ai toujours dit les thèmes agriculture, médiévale. Moi, je suis une nana de il y a 20 ans en fait, hein, au niveau des thèmes. Donc, j'aime bien. C'est le genre de jeu qui est attachant. Il y a Papa Joueur dans le chat qui nous dit perso, j'ai trouvé Fabulosa Fructus. Et oui, il y a ce petit côté troc qui était déjà dans Fabulosa Fructus, qui est un jeu exceptionnel que je vous C'était recommande fort. mécaniquement un peu moins bien, moi je trouve, Fabulosa Ah bon? Fructus en termes de plaisir de jeu, mais par contre il y avait une sorte de narration qui progressait et qui Ouais. créait une sorte d'enthousiasme. Mais sinon, c'était pas si bien que ça à jouer. C'est étonnant en fait. Il arrive à faire des jeux où la mécanique, tu te dis il est un peu longué quoi sur certains moments de la partie. Tu te dis j'ai envie que ça Oui, accélère je un vois ce peu. que tu veux dire. Et là, je parle de mécanique pure et pas de sensation finale, puisque la sensation finale était très agréable. Hop, je me On penche. retourne dans la forêt noire Oui, avec je me penche. Escape Je me suis from penchée 2 secondes pour aller chercher la boîte justement d'origine du jeu suivant. Oui, Le jeu ça suivant date un petit peu, effectivement. Et Escape from ça a 10 ans. Non, c'était To the Dark Castle, le premier, et puis là, on part dans la forêt. Oui, alors c'est le Escape the Dark Forest est la suite de effectivement Escape the Dark Castle. C'est en ce moment en financement participatif et vous avez non seulement la suite Forest, mais également une version revisitée de Escape the Dark Castle, un jeu d'Alex Crispin, Thomas Pike et James Shelton, illustré par Alex Crispin. Alors c'est un jeu qui est très particulier, qui a une dizaine d'années. Moi, j'y ai joué pour Halloween. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle est sur Twitch en ce moment et je vais la mettre sur YouTube rapidement. J'avais jamais joué au jeu, j'ai voulu le découvrir récemment parce que je fais partie de ces gens qui adorent la DA de Escape de Dark Castle. J'adore cette espèce de parti pris hyper fort, hyper étrange, noir et blanc, limite moche sur certains aspects, mais vraiment on voit que il y a une vraie identité très très forte dans ce visuel, et c'est ce qui est le plus attirant dans ce jeu. Et en fait, on m'avait toujours dit ouais, tu verras le gameplay, c'est pas ouf, c'est très plat, etc. Et moi, je me suis super amusée, en fait. On était 3. Et oui, c'est un gameplay qui est très, très simple, mais c'est presque un jeu d'introduction à ce qu'est le RPG, le jeu dont vous êtes avec quand même une petite, et moi, c'est ce dont j'avais peur. Moi, je m'étais dit, bah oui, effectivement, si on fait que subir les dés, c'est pas très rigolo. Mais en fait, on a une vraie possibilité de jouer sur le nombre de dés qu'on va jouer, gérer les moments où on va se reposer ou pas, etc. Et la partie qu'on a faite avec Rebentis et Joël sur ma chaîne, eh ben, on va voir qu'on a pris beaucoup de décisions
qui font qu'on a réussi à gagner et que si on les avait pas prises, eh ben on n'aurait pas gagné du tout. Donc ça me prouve à quel point il faut quand même bien jouer pour y arriver. C'est pas juste on subit. C'est un peu le jeu prédécesseur d'un The Rogue. Je crois que c'est ça qui s'appelait le petit jeu de chez Nuts Publishing. C'est pas The Rogue, si c'est Rogue Dungeon. Ah, j'ai plus le nom. Si vous avez le nom, Mini Rogue. Merci. Mini Rogue, que j'adore. Et moi, j'aime bien ces jeux-là. J'aime bien ces jeux qui ont une mécanique très très simple, qui ont pas de prétention autre que de faire vivre un moment agréable et avec un parti pris très fort visuellement. Pour moi, ça coche pas mal de cases. Et cette nouvelle version, ils ont revisité les règles pour un petit peu moins de random, justement un peu moins de hasard et encore plus de maîtrise sur Escape the Dark Castle. Et ils ont appliqué ce système à Escape the Dark Forest tout en essayant de rester très épuré. Donc si vous avez été comme moi, si vous êtes comme moi, si vous avez bien aimé ce jeu-là, contrairement à ce que la réputation lui a été faite, c'est un jeu qui a été apprécié pourtant, par plus peut-être aux États-Unis où ils sont plus enclins à aimer ce genre de jeu très améritrash. Moi, j'ai vraiment bien aimé et je l'ai même beaucoup plus aimé que certains jeux beaucoup plus complexes qui parfois sont boiteux sur leurs règles. Ici, on sait, c'est très clair. Voilà, c'est de la gestion de dés et on passe un très bon moment. Ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, moi j'ai très envie d'essayer la gamme, d'essayer Escape the Dark Forest. Et ils ont aussi en actualité une version The Last of Us qui devrait être lancée, qui se base sur le jeu vidéo éponyme. Et je vais surveiller moi ça. Je vais surveiller de près. On continue avec Tag Team, le jeu de Corentin Lebras et Grisha German. Alors celui-ci vous le connaissez parce qu'il vient tout juste de sortir en version française d'ailleurs, parce que c'est un jeu canadien, mais bon, c'est Scorpion Masqué, c'est chez BlackRock. On a accès à la première version directement. Gros succès sur ce jeu. Très gros succès. Présenté lors des Sabliers d'Or, d'ailleurs très gros succès. Et on est passé chez Scorpion Masqué, on a vu que pas mal de choses se préparaient. C'est un jeu qui va avoir du suivi, celui-là. Tout à fait. Et il nous en avait. Alors moi, c'était marrant parce que j'avais fait un live pendant mon live de Tag Team. Je crois que c'est, je sais plus. Je crois que c'est Florian Syriax qui est passé sur mon chat et qui m'avait annoncé ça. Oui, il y aura une prochaine boîte, etc. Et j'étais là, je sais pas s'il a le droit d'en parler à ce moment-là parce que c'était il y a déjà un petit bout de temps et c'était pas encore officiel, donc j'avais rien dit. Mais maintenant, c'est en partie officiel puisque ça a été en partie dévoilé à Essen. Effectivement, il va y avoir non pas une prochaine boîte, mais plusieurs boîtes. Tag Team va se décliner. Ils ont l'ambition même de faire 2 boîtes par an. Et dans ma comparaison, dans ma tête, c'est un peu à la Dice Throne, c'est-à-dire on a un système de jeu et on essaye de le décliner avec différents univers, avec différents auteurs, avec différents illustrateurs, peut-être. Je ne sais pas si là j'ai pas su. J'ai l'impression que c'est encore Nayad, mais je me trompe peut-être. Là, j'ai pas parce que Nayad sachant tout faire, mais j'ai pas l'impression que les cartes soient très différentes de la version précédente. Donc je pense que c'est encore Nayad, mais peut-être pas. Voilà, on ne sait pas, on ne saura pas dire. La prochaine boîte se basera sur la légende arthurienne et elle sera réalisée cette fois-ci par Benoît Turpin et Florian Syriax. Faut comprendre qu'en fait, on garde la mécanique de base de Corentin Lebras et Grisha German, mais tous les pouvoirs, tous les équilibrages, toutes les petites nouveautés vont être faites par 2 autres auteurs. Et il y a encore une autre boîte qui a déjà été annoncée. Pour 2020, pour la moitié de 2026. Donc ça, normalement, je pense que Tag Team, cette extension arthurienne, dont on n'a pas encore le nom exact, devrait sortir, si je dis pas de bêtises, début 2026. Voilà. Et c'est pas, je sais pas encore sous quelle forme ça sera, puisqu'on a 6 nouveaux personnages. Peut-être il faut quand même avoir la boîte de base, etc. On ne sait pas encore tout. Mais vous voyez les cartes et les 6 personnages qui seront dans cette boîte. Donc, le chevalier vert, le dragon, Morgane, Perceval, Merlin et Excalibur, qui est carrément un personnage dans celle-ci. Et voilà. Et donc ça, c'est plutôt une très chouette nouvelle parce que Tag Team est un excellent jeu qui a cartonné d'ailleurs à Essen. Ils ont très 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 bien marché. Et je vois pourquoi on a envie de le décliner de multiples fois. Archipel, on continue avec un nouveau jeu qui va sortir chez Tiki Édition. Là, ça arrivera l'année prochaine, donc au printemps, je crois, si je ne me trompe pas, sur celui-ci. On est sur un jeu dans lequel
Moi, je suis assez content de ça parce qu'on a eu tellement de jeux de cartes que j'ai envie d'avoir, tu sais, des Oui, plateaux, des tuiles qu'on pose sur la table, des choses que l'on construit. Et là, il y a du matériel. Il y a une grosse boîte et vous allez voir que vous allez placer des éléments, notamment cette grande tige là qui se ouais, place dans la boîte Agay. et qui va nous permettre de sélectionner tout simplement nos tuiles. Oui, je remercie d'ailleurs Déborah de Tiki Édition qui m'a envoyé un mail hier avec la couverture du jeu sans que j'ai à lui demander. Elle m'a dit tiens, demain c'est les news que vous faites avec Martin, je t'envoie la couverture en voilà. Donc n'oubliez pas, chers éditeurs, que vous pouvez faire ça. Et je la remercie très fort parce que ça permet justement de faire des infos de meilleure qualité. Quand on a du bon matériel, c'est chouette. Surtout quand on l'a un petit peu en avant-première, ça permet. C'est quand même le principe d'ici, c'est de faire un peu de l'annonce à l'avance. Donc, si vous avez besoin de dire, bah voilà, on a un nouveau jeu qui arrive dans 6 mois, et ben c'est ici c'est à nous qu'il faut envoyer un mail. Archipel sera donc le prochain jeu à venir chez Tiki, d'Alexandre Droit et Yannick Gobert. Et comme tu l'as dit, c'est cool d'avoir du matériel et surtout le matériel du plateau central est vraiment, vraiment très chouette. J'ai fait une partie. C'est, j'ai vraiment bien aimé ma partie en fait. Je trouve que parfois on sous-estime l'importance justement du matériel pour différencier un jeu de draft d'un autre ou Oui. d'un jeu de pose de tuiles d'un autre. Ben, la façon dont on va interagir avec le matériel joue énormément parce que oui, la mécanique est assez classique. On va récupérer des tuiles, on va les placer devant nous pour faire un paysage avec des éléments qui vont, vous voyez, des poissons, des petits pas des scorpions, des petits crabes, des petites pieuvres qui vont scorer en fin de partie avec un système d'économie où on va pouvoir faire varier la valeur de chacun durant la partie. Et donc, c'est vraiment un jeu un peu économique et en même temps de construction de tuiles avec une règle qui est qu'on peut pas faudra mettre le sable par-dessus l'eau et Oui. l'herbe par-dessus le sable, etc. Donc, on va monter comme ça en hauteur, c'est chouette. Mais ce qui fait un peu le petit sel du jeu, la petite différence, c'est ce matériel au centre du plateau. Quand vous prenez une tuile dans une ligne ou une colonne, vous allez ensuite poser votre pagaie, puisqu'on a chacun une pagaie, sur cette tuile, sur cette ligne ou sur cette colonne du plateau, et ça va bloquer l'accès à toute la ligne ou toute la colonne pour les autres joueurs. Et c'est intelligent comme système, et surtout, c'est ça que j'appelle très ludique, c'est-à-dire que c'est agréable à manipuler, ça rajoute du plaisir au gameplay. Donc c'est un jeu qui pourrait être finalement assez classique, mais qui se démarque par son matériel et par son petit système économique qui est très très malin. C'est très familial et je l'ai trouvé très agréable moi personnellement. Donc ça sera une sortie qu'on surveillera. Voilà. C'est un petit jeu, c'est relativement accessible, effectivement. Il y a finalement plein de choses que l'on connaît déjà, parce qu'à la fin du jeu, on va essayer de scorer des points en fonction des éléments que l'on a, en fonction du scoring commun qu'on va pouvoir faire progresser pendant la partie. Ça, on l'a déjà vu, mais c'est super agréable à jouer. Et moi, j'ai hâte de l'avoir, moi. J'ai hâte de pouvoir en refaire 2-3 parties. C'est très familial, hein, par contre, évidemment. Oui. On nous signale que le site ne marche plus là tout de suite, le site amondedejeux.fr sur lequel on fait ses votes. ça va revenir, Johan est en train de le relancer. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ceux qui suivent le direct, pour ceux qui votent en différé, il n'y a probablement pas de problème. On continue avec... les gens sont en PLS parce qu'ils n'ont plus le site pour pouvoir voter. Ils ont tellement l'habitude de donner les notes au fur et à mesure des jeux qu'on vous présente. C'est chouette cette application, ça nous permet de faire ça très régulièrement. Bah oui, il va falloir attendre un tout petit peu sur ce live. On continue avec Feast Swamp. Celui-ci, je le connais pas. Tu le connais pas? Mais nous en avons déjà parlé pourtant. On en a déjà parlé, je le connais très bien. On en a déjà parlé dans les attentes pour SN, puisque c'était un des jeux les plus attendus des SN. Et aussi avant, on en avait parlé. On a parlé bien avant SN, quand la couverture était sortie ici dans cette même émission. Et là, j'en reparle pour dire que la version française a été officialisée. Alors, je te le rappelle rapidement. Feast Swamp, c'est un jeu de Helge Ostertag et Anselm Ostertag qui est illustré par Le Miko. Et en fait, c'est le jeu où dès le premier jour des scènes, il n'y avait plus une boîte, il n'y avait qu'une table pour jouer. C'était fallait se bagarrer pour réussir à y jouer. Moi, j'ai pas réussi à y jouer, j'étais un peu triste. J'aurais dû vous mettre une image du plateau. J'ai oublié, je voulais le faire et j'ai pas pensé à revenir sur cet article pour vous le rajouter, mais je le mettrai pour ensuite quand vous irez consulter si vous allez consulter le site. C'est un jeu dans lequel on va incarner des clans qui sont dans un swamp. Ah, j'ai même pas le mot qui me revient. Dans un marais.
Et en fait, le plateau est constitué d'un grand espace d'eau et d'hexagones un peu vides dans lequel on va aller explorer, on va aller pêcher, on va construire nos îlots avec des huttes et on va un petit peu, voilà, on va entre guillemets coloniser ce marais et essayer d'y prospérer le plus possible. On est à la fois dans un jeu où je crois il va y avoir un peu de côté marchand et un peu pas mal de côté de gestion de ressources avec de la pêche, etc. Et voilà, d'espace où on va construire. C'est un jeu dont j'ai beaucoup, beaucoup de bons retours. J'avais joué sur TTS, c'est un peu lourd pour pas grand chose, nous dit Rachel. Donc j'ai des bons retours, mais pas Rachel. Ouais. Rachel a la chance d'avoir pu jouer à plein de jeux sur TTS. Elle fait beaucoup moins de TTS depuis qu'elle travaille avec nous, de ce fait. Oui. Alors, ceci dit, si, on nous propose de temps en temps de découvrir des jeux en avant-première. Oui. Et d'ailleurs, Rachel, c'est quand tu veux pour du TTS. Moi, je suis dispo. S'il y a des jeux que tu as envie de jouer, n'hésite pas à m'appeler. J'adore ça. Mais je ne sais pas s'il est dispo public sur TTS, celui-ci, ou si c'est encore privé. Mais c'est un jeu que j'aurais vraiment bien aimé essayer. Et moi, j'ai eu des bons retours de la fameuse team rue du jeu. Puisqu'il y avait la team de Boris qui était sur SN, qui se promenait, ils étaient 4-5, ils ont joué à énormément de jeux et ils m'ont dit, celui-là, ce qui était agréable, c'est que les règles ne sont pas très complexes et qu'au final, le jeu est quand même assez profond. Donc, Rachel me dit qu'elle est dispo le week-end, je prends note. Je suis dispo ce week-end d'ailleurs, moi, hein, personnellement. Et donc, bon, et vous on ferez prend ça des après, rendez-vous. hein, Mais voilà, c'est un jeu, moi, qui me fait très, très envie. Et donc, quand je suis allée les voir sur le stand, ils m'ont dit la VF, ce sera Matago. Comme c'était pas Matago qui me l'avait confirmé, j'osais pas trop le lire. Et j'ai vu sur le site internet sur Facebook, ça a été redit et re-redit. Donc, je pense qu'effectivement, enfin, on peut le dire maintenant de façon définitive, même si Matago n'a pas encore communiqué là-dessus, ça sera pour le deuxième trimestre de 2026, à première vue, milieu de l'année prochaine, et ça sera chez Matago ou PTS Distribution. Encore une fois, je ne sais pas encore si ça va être vraiment un jeu Matago ou un jeu distribué par Matago, entre guillemets. La DA est super stylée, on est d'accord. Je suis assez d'accord avec le chat, la couverture donne vraiment envie. C'est ce que le Miko fait de mieux, je trouve, en ce moment. Il a un peu changé son style et j'aime vraiment bien ce qu'il fait là. Le jeu suivant. Alors, Pyramide, Rainer Knizia. Pyramid. Alors, pour les moins anglophones d'entre vous, c'est je sais pas comment le traduire en français, mais c'est la fourrure, je crois, c'est le côté chaton, c'est ronron, voilà, c'est ronron, c'est ronronner. Merci. J'étais sur la fourrure, mais c'est le ronronnement. Merci de me le rappeler. C'est purr. Pour ceux qui connaissent le Big Bang Theory, ils ont la ref. Ronron. Un jeu de Rainer Knizia qui est illustré par Inès Tojiska. Oh là là, il faut prendre des risques dans cette émission. Sortira chez Lucky Duck Game en 2026. J'ai pas encore la date exacte. Et c'est un jeu, alors ça, pour moi, c'est le genre de jeu auquel j'ai tout à fait envie de jouer. Je suis pas une ultra fan des jeux avec des animaux, ni des jeux hyper kawaii et tout, mais déjà, il y a des tuiles transparentes avec des imprimés dessus. Et en fait, vous avez sur le plateau une grande pyramide avec des emplacements. Et c'est un peu... Alors, pour moi, c'est un peu ce que Camarade essaye de faire, mais en plus intéressant pour moi, en tout cas sur le papier, de ce que ça me propose. Parce que le plateau est commun. En fait, vous avez des emplacements... il va falloir faire une pyramide de chats. Les camarades, c'est Rainer Knizia également. Hein. Oui, c'est Rainer Knizia. Et Rainer, Rainer Knizia, je ne vais pas l'appeler comme si je le connaissais. J'ai du mal. Hein. Il recycle ses mécaniques. Moi, je le vis très bien, hein, ce côté recyclage, parce que pour moi, je le vis plus comme un artiste qui décline à l'infini un thème et qui cherche sans arrêt à faire des nouveautés, à produire avec. Mais je pense que c'est un exercice, en fait, plus que d'exploiter vraiment ses mécaniques, parce qu'il a des jeux qui ne marchent pas du tout, hein, Rainer. Donc, voilà, il peut se le permettre. Mais dans ce jeu,
vous allez avoir une pyramide et en fait, il faut vous allez lancer vos dés comme dans Camarade et vous allez, comme dans Camarade, prendre certains dés pour pouvoir les placer sur des emplacements en respectant ce côté pyramidal. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ces emplacements soient au-dessus d'autres emplacements. Donc, on voit sur les emplacements qu'il y a écrit 3, 4, 10. Enfin, on voit. La typo est un peu spéciale. Mais voilà. Et par exemple, si j'ai 2, 5, je peux me mettre sur le 10. Et je peux décider de stop ou encore continuer à lancer mes dés ou m'arrêter là. Bien sûr, si je continue, je prends le risque de perdre tous les emplacements que j'avais déjà validés. Si je m'arrête, je peux placer mes chats aux emplacements que j'ai bloqués. Et le but, c'est de se débarrasser le plus vite de tous ces chats et d'aller chercher éventuellement les petites pelotes de laine qui permettent de relancer les dés, etc. Donc, pour moi, il y a quelque chose de plus intéressant parce qu'il y a ce côté interactif, enfin, plateau commun, en fait, plus que... Et puis, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça sera quand même peut-être un petit peu moins de la répétition et du « je reviens chercher ce qui est à toi » et ça n'en finit plus que dans Camarade qui, je dois l'admettre, ne m'a pas ultra convaincu, mais j'aimais bien la mécanique de base. Donc on verra, mais ça sort chez Lucky Duck et c'est du Reiner Knizia, donc de toute façon, il y a toujours du bon, même quand c'est mauvais. Oui, oui, mais on est toujours curieux de découvrir. En tout cas, après, on n'est pas obligé d'aimer tous les jeux de Knizia parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Vous pouvez avoir une étagère complète, pas plus qu'une d'ailleurs. Si vous prenez que les jeux de Reiner Knizia, l'application est revenue, pour ceux qui sont en direct. Vous allez pouvoir continuer à voter pour les différents jeux. Et voilà, ça c'était pour tous les jeux quand même qui ont été annoncés en France. Donc on voit que la petite machine des annonces reprend tout doucement du service. Mais même si on sait que là, vers la période de Noël, les éditeurs sont concentrés quand même sur les sorties actuelles et on aura plus de vagues d'annonces. Normalement, c'est vers janvier-février, ça revient en force pour tout ce qui va être justement les sorties de juin, etc. On passe à l'étranger et il y a eu une énorme annonce qui date d'hier, je crois, ou d'avant-hier, mais très très récente, qui me met en joie. Et il n'y a pas de raison, mais c'est un peu mon rêve devient réalité. Tigris et Euphrate, peut-être mon jeu favori de Reiner Knizia et un de mes jeux favoris de tous les temps, est de retour. Il a été annoncé par 25th Century Game qui, je rappelle, cet éditeur se spécialise un petit peu dans la réédition de classiques. Alors, il fait pas que ça, mais il a fait Ra, justement, de Reiner Knizia et avec un habillage de toute beauté puisque c'était un peu le défaut de ces jeux-là, on le sait, c'était des jeux... Alors moi j'aimais bien, il y a eu plein de versions de Tigris et Euphrate, il y en a eu des plus chouettes que d'autres, mais là effectivement on retrouve Yann O'Toole au graphisme. Voilà, avec le maître un des meilleurs illustrateurs et surtout le maître de l'iconographie et de l'ergonomie, Yann O'Toole, qui a fait, et ils ont juste sorti pour l'instant la couverture, ça a été un effet de bombe sur les réseaux sociaux, parce que elle est magnifique cette couverture. Je rêve de jouer à Tigre et Euphrate avec cette version-là, parce que ce qui est magnifique en plus, c'est que ça trouve le moyen d'être extrêmement neuf, beau, chatoyant, chaleureux, et de conserver complètement l'esprit du jeu d'origine, entre guillemets. Ça, c'est pas complètement éloigné, on n'est pas non plus, parce que moi j'ai ma petite boîte ancienne, vous voyez, c'est pas non plus antinomique, même si on voit que c'était beaucoup plus sérieux la version de base. Est-ce que c'est le jeu d'origine celui-là? Est-ce que c'est le premier graphiste? Non, c'est pas non, c'est pas celui d'origine, t'as raison, c'est un des anciens. On est sur une boîte qui doit avoir une quinzaine d'années, 2014, non, donc tu vois, c'est même pas une quinzaine d'années, presque, une douzaine d'années. Mais ça respecte, on va dire, quand même l'univers graphique et je trouve que c'est vraiment une très très belle couverture, quoi. Donc Tigre et Euphrate, si vous connaissez pas, jeu de pose de tuiles sur un plateau commun de Reiner Knizia, qui est en fait le jeu le plus... c'est à la fois complètement mécanique et abstrait puisqu'il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de représentation, mais en même temps, c'est méga thématique. Vous allez développer vos civilisations et c'est le jeu dans lequel on va déclencher des guerres chez les autres joueurs et qu'on va regarder se dérouler en se disant, tiens, battez-vous. Énormément d'interactions, énormément de rebondissements. Un jeu qui a été plus ou moins, qui est clivant comme tous les grands jeux, c'est-à-dire il y a ceux qui sont ultra fans comme moi, puis il y a ceux qui le sont moins. Moi, ce que j'aime, c'est que ça reste des jeux qui sont extrêmement profonds avec beaucoup de choix
dur à gagner, mais pas si long que ça à mettre en place, pas si long que ça à expliquer, pas si long que ça à prendre en main, avec des parties qui peuvent quand même durer une heure et demie, 2 heures, je pense. Donc, Tigre et Euphrate, c'est un classique de classiques. Si vous y avez jamais joué à Tigre et Euphrate, je ne peux que vous pousser à y jouer. C'est merveilleux. Voilà, moi, c'est les jeux que j'aime le plus au monde. Et donc, je Voilà suis une heureuse vieille de le voir version revenir. de Ah, Tigris voilà, et Euphrate en termes de graphisme, parce que c'est bien de c'est recontexte. rigolo parce qu'à la fois, oui, c'est moche, c'était pas très beau à l'époque, etc. Mais ça nous ramène Ah à oui, une époque du jeu de société où il y avait rien de différent par rapport à ceux qui découvrent le jeu aujourd'hui et qui trouvent ça magique aujourd'hui. Et c'est toujours magique, mais pour nous, quand on revoit dans n'importe quel domaine culturel des choses auxquelles on a été attaché et qui datent d'il y a pas mal de temps, de 97 là en l'occurrence, je n'y jouais pas, hein, Tigris et Euphrate en 97, mais ça évoque une certaine forme de nostalgie à laquelle on est attaché malgré tout. ah ben je te plus sois fois 1000. J'en parlais justement hier à Marjorie. Je vous parle de ma vie privée, mais et j'étais là à me dire, je trouve que ma collection devient trop immense. J'ai envie de recentrer sur les jeux qui me rappellent quelque chose ou qui me donnent Oui, envie, comme je sais pas oui. comment dire. C'est des jeux qui me touchent particulièrement et qui me rappellent des très très bons souvenirs et dans la folie de la grande consommation de jeux dans laquelle on est en ce moment, et à l'époque il y en avait quand même moins qui sortaient, on perd un petit peu la préciosité de chaque boîte et j'aimerais retrouver cette préciosité là, on va dire. Oui, après, bon, bah, C'est comme c'est ça. personnel, ça, c'est des ressentis, c'est l'impression, parce que est-ce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens, hein, dans ce qu'on garde de manière générale, on garde des choses parfois indépendamment du fait d'avoir l'intention d'y rejouer un jour, mais parce que ça évoque quelque chose pour nous. Mais moi aussi, hein, des fois, je me dis, tiens, peut-être dans cette pièce-ci, qui est chez moi, contraire le chalet est à côté, en réalité, ici, on n'est pas au chalet, ici, je devrais mettre que les jeux que j'adore, et puis comme ça, je Ouais. fais une petite différence. Après, si je le dis trop fort, les gens vont regarder. Mais Je vais avoir des moi, c'est remarques. un peu ce que j'ai fait. J'ai les étagères derrière moi, c'est celles que j'aime le plus, et puis il y en a d'autres. Mais c'est pas si loin que ça, hein, parce que là, ici, il y a tous les Istari juste à côté de moi, et qui sont un peu Ouais. les jeux que je préférais, moi, pendant une période. Mais il n'y a pas tout, et il manque Après, plein de choses. je veux vraiment pas. Je vais reprendre les propos de Tom Vasel de Dice Tower qui a dit en fait aujourd'hui il y a beaucoup plus de bons jeux qui sortent en Ah bah oui. moyenne qu'à une certaine époque, hein, parce qu'aujourd'hui la production est certes très grande et du coup il y a beaucoup de tri à faire, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'excellents jeux et des jeux qui, s'ils étaient sortis il y a 20 ans, on se serait dit waouh, mais quel jeu incroyable! Oui, oui, C'est ah oui. juste que. Il n'y a pas de doute là-dessus. Faut pas être trop, faut pas être critique de l'époque. Moi, je me rappelle qu'effectivement, il y a quelques années, j'ai un grand âge, évidemment, quand on sortait un jeu qu'on adorait, on y jouait en boucle pendant des semaines. En réalité, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui parce qu'il y a tout de suite un autre qu'on attend. Et C'est même ça, si à un moment, pendant une semaine, il n'y a rien, on a cette tendance absurde de dire, bah, il n'y a rien en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça. c'est de la norme de changer tout le temps. C'est exactement ça et c'est beaucoup moins la qualité des jeux qui a changé que vraiment leur nombre et qui fait que malheureusement ça les noie un petit peu. Il faut arriver peut-être à retrouver le côté très sélectif et devenir plus sélectif dans ce qu'on aime. On va parler de FOMO. Et ben justement, le FOMO qui Alors, s'appelle en fait, qui n'est pas Fear of Missing Out dans le cas précis de ce jeu, qui est un jeu d'ailleurs japonais, hein. Je rappelle que le jeu précédent était américain. Ici, on est sur un jeu qui vient du Japon. Foragers of Mechanical Oddities. C'est un nouveau jeu de Rodrigo Esper illustré par Taichi et c'est édité par Esper Game Studio. Alors Esper Game Studio, ils ont fait déjà un jeu qui a fait parler de lui à Essen, c'est Jisogi, qu'on verra, je pense, hein. Moi, j'entends beaucoup d'éditeurs qui se demandent qui va faire la version française, etc., etc. C'est un jeu de gestion de, de Jisogi, hein. C'est un jeu de gestion d'entreprise d'animés en fait où on va fabriquer des animés des mangas en fait et là c'est un petit jeu de cartes avec pareil gros parti pris graphique, hein. Moi c'est peut-être ce que je préfère dans c'est notre joli, époque hein. justement, ouais, c'est ce que je préfère dans notre époque d'aujourd'hui justement, c'est ce côté très les prises de risques graphiques, ça on en a pendant quelques temps, on n'en a pas eu du tout et là vraiment en ce moment on en a beaucoup et c'est chouette, c'est cool, c'est agréable à regarder et ça donne envie de jouer au jeu. Et dans ce jeu, c'est tout simplement un jeu d'enchères. Et alors,
quand j'ai lu j'ai pas pu y jouer encore, hein, celui-là, mais quand j'ai lu le pitch, ça m'a rappelé un petit peu le principe de Art Society, mais avec des règles, enfin avec un système de résolution et de scoring un peu plus simple. Donc on va mettre aux enchères des morceaux de méca, c'est-à-dire, vous voyez, ces robots, on va les mettre aux enchères, ces morceaux-là, et on a un certain nombre de cartes dans sa main, et on a tous le même set de cartes, un petit peu comme dans Art Society, et à son tour, on va enchérir sur des éléments qui sont mis aux enchères pour fabriquer nos robots, nos mechas. Et la différence avec Art Society, c'est qu'une fois que toutes nos cartes d'enchères auront été utilisées, alors on peut plus les utiliser tout de suite quand on en utilise une, mais quand elles sont toutes utilisées, on peut reprendre toutes nos cartes en main. Donc, il y a un petit twist comme ça. J'imagine qu'on est quand même limité dans le nombre de cartes qu'on peut utiliser à son tour, sinon on jouerait tout à chaque tour. Mais j'ai pas encore les règles en entier. C'est juste partez du principe qu'on est sur un jeu d'enchères avec un univers assez particulier. C'est plutôt beau, c'est à surveiller et c'est assez attirant. Et puis, ce qui est cool, c'est que c'est pas un jeu de pli. Le jeu suivant, c'est on part en Nouvelle-Zélande et on ne t'entend plus. Martin, je ne sais pas si tu as dit quelque chose, mais j'ai vu ta bouche bouger. Parce que j'avais pas grand-chose à dire, en fait. C'est des jeux que je connais pas, donc je t'écoute, je bois tes paroles. Ah voilà, je te voyais sourire, je me disais, il a dit quelque chose, mais pas du tout. Merci pour le studio d'animation, Rachou, je ne trouve pas mes mots ce matin. Celui-ci, alors j'ai cru entendre dire sur une vidéo que... Alors, est-ce que j'ai bien compris la phrase? Mais c'est l'auteur qui disait qu'il allait peut-être y avoir une version sur Board Game Arena. Je l'espère. En tout cas, lui, il joue déjà, j'ai l'impression, à une version bêta. Donc, ça devrait peut-être se faire. Spirited, contrairement à ce que sa couverture laisse supposer, est un jeu qui va sortir chez Garphill Games. Est-ce que vous aussi, vous êtes surpris? Parce que moi, j'ai été très surprise de la DA. Je vous rappelle que Garphill Games, c'est toutes les trilogies Mer du Nord, Royaume de l'Ouest, etc., etc. Les auteurs, on a l'impression que c'est beaucoup plus familial là, comme jeu. Complètement. On dit Spirited, tu vois, en fait, j'ai pas osé non plus parler entre eux parce que je me suis dit je vais prononcer le titre et en fait je savais pas le prononcer. Parce que quand on dit Altered, ça finit. Je sais pas comment on prononce en vrai. J'ai vu qu'on a toujours la police de les polices de la prononciation qui sont sur. Oui, mais enfin, je devrais savoir. Ouais, est-ce que parfois on prononce le japonais? Je suis pas censée savoir prononcer le japonais. Je me demande si c'est pas Spirited en anglais. Si vous voulez, je vous le fais en anglais à chaque fois, Spirited. Mais bon, je fais à la française, Spirited, pour que tout le monde comprenne ou n'accroche pas à ma. Alors, est-ce que le jeu est plus accessible que les autres jeux de Garphill? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas. On a l'impression, au vu du matériel, à la vue du matériel, que il y a moins de choses sur la table déjà. Oui. Il y a beaucoup moins de choses sur la table. C'est marqué que c'est quand même un 13+. Je pense pas qu'on soit sur du jeu particulièrement simple. On n'est pas sur du jeu enfant, c'est pas ça le but. On est plus sur, je pense, la volonté, parce que je vois que le jeu est pour 1 à 6 joueurs, des parties de 40-80 minutes. Je pense qu'on est sur la volonté d'un jeu qui tient dans une durée plus courte. C'est un jeu des auteurs habituels, S.J. McDonald, Shem Phillips, Zach Smith, c'est vraiment les mêmes auteurs que d'habitude, c'est pas d'autres. Les artistes, par contre, ont bien changé. On a Sam Phillips, mais Patry Balanowski et le Miko. Tout le monde est mélangé. Et dans ce jeu, on va recruter des guerriers pour reconstruire d'anciennes civilisations, forger des alliances. Alors ça, c'est un peu sur le papier le thème. Je vous avoue que le thème, il est un peu flou pour l'instant. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un jeu avec beaucoup d'interactions, avec du card driven et de la gestion de main, et qui va mélanger une mécanique de collection et surtout de stop ou encore. On va avoir le petit truc qui est un peu rigolo dans le jeu, c'est qu'il y a 12 civilisations dans la boîte. Vous allez en choisir 7 au début de chaque partie, un peu comme Dominion ou plus récemment comme la guilde de Buttonville, voilà, j'ai plus le nom exact. Et vous allez former un deck en choisissant 7 civilisations. Et ensuite, il va y avoir, vous allez jouer au jeu avec en fait une partie
stop ou encore devant chacun d'entre vous, où vous allez essayer de recruter pour former vos collections des personnages de ces différentes civilisations. Vous allez aussi pouvoir, avec les cartes que vous avez en main, utiliser les pouvoirs des cartes que vous avez en main pour jouer sur justement au moment où les autres font leur stop ou encore, un peu aller les embêter. Je pense que c'est un jeu finalement qui est pas très complexe, basé sur le stop ou encore et la collection, mais avec une volonté de mettre beaucoup d'interactions, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux de stop ou encore. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. On en reparlera sans doute, mais ça a été annoncé tout récemment. On n'a qu'une seule image de matériel, c'est celle-ci. Et à mon avis, vu que c'est du Garfield Games, ça devrait arriver chez nous un jour. Et quand ça sera localisé français, on reparlera des mécaniques plus précisément. Autre jeu dont je n'ai qu'un petit pour l'instant aperçu des règles, mais en fait j'ai pas approfondi mes recherches parce que j'ai pas eu vraiment le temps, j'en suis désolée. Alors Garfield Games, on est en Nouvelle-Zélande, ici on est en j'ai mis le drapeau et je ne me souviens plus. On est aux Pays-Bas, je crois, a priori, ici, mais c'est Malte. si c'est Queen Games, je peux me tromper. Et non, Malte, c'est le suivant, pardon. Sur les graphismes. C'est pas Queen Games, c'est pas Malte, c'est je sais plus c'est quoi. Bon bref, c'est Movers and Shakers. Alors c'est un jeu dont on m'a beaucoup parlé à Essen parce que ça a été le jeu favori de certains des influenceurs et reviewers que j'ai croisés. C'est un jeu de train qui est en ce moment en financement participatif sur GameFound. On est à la fin du 19e siècle. Le Bengale devient un centre névralgique du développement ferroviaire en Inde, l'Inde britannique. Et en fait, c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur les cartes. En fait, il y a un système de cartes qui a l'air assez intéressant puisque vous avez un plateau d'action devant vous avec des emplacements et vous allez jouer une carte sur ce plateau. Ça, c'est des mécaniques qu'on aime bien. Tu vois, pile la photo sur laquelle on est là, on voit que les emplacements de cartes ont un emplacement du bas et un emplacement du haut, et vous allez placer votre carte dessus, soit en la glissant vers le haut, soit en la glissant vers le bas, et du coup, vous allez vous donner accès à une des deux actions. Il faut se souvenir que c'est les mêmes éditeurs que ceux qui ont fait Stupor Mundi, qui ont déjà, pareil, un système de cartes qu'on pose pour sélectionner une des deux actions. Et je pense que c'est un type de mécanique qu'ils aiment bien et qu'ils explorent un petit peu. J'avais beaucoup aimé Stupor Mundi. Moi, j'adore les trains. Dans celui-là, on va incarner un magnat du chemin de fer et on va essayer de transporter des marchandises, honorer des contrats, investir judicieusement nos profits. Et en fait, on va pouvoir... Et ça, c'est un autre truc qui est rigolo. Tu as vu, le matos, c'est quand même très, très chouette avec les petits trains. On va pouvoir, durant les 2 manches du jeu, soit utiliser nos trains, soit utiliser ceux de nos concurrents pour acheminer des caisses sur le long de la voie de ferrée. Donc, il y a plusieurs types de mécaniques qu'on aime bien. Utiliser les trains des autres, ça fait de l'interaction. Le système de sélection d'actions qui va rajouter un petit twist mécanique qui a l'air agréable. Et en même temps, le jeu a l'air assez lisible. Donc, moi, entre ce qu'on m'a dit du jeu en bien et ce que je vois ici en matériel, je suis quand même drôlement intéressé. Ouais. J'espère une localisation française. Je vais poser la question à ceux dont je pense... C'est pas toujours le cas. Hein. Sur ces jeux-là, c'est même rarement le cas. Bon, après, mais souvent, les joueurs de ce type de jeu n'hésitent pas à jouer dans la langue originale. J'espère que le thème est fort, parce que sur ce genre de jeu, tu vois, je vois le matériel, je me dis, oh, c'est chouette, j'ai l'impression qu'on va s'immerger dans un autre univers. Et parfois, sur les jeux un peu experts, tu te rends compte assez vite que le thème est un prétexte, ça pourrait être Dunkerque, ça marcherait aussi. Mais ça, c'est la difficulté on n'arrive pas à se projeter véritablement par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand il y a un thème qui est fort, on est un peu enthousiaste là-dessus. Je pense à Royal Society of Archaeology, là, qui va sortir dans pas très longtemps. Le thème, il est fort, et on le sent vraiment, même si c'est un jeu de gestion derrière. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment très très bien, Royal Society of Archaeology. Merci dans le chat, parce qu'en fait, je me doutais que c'était eux qui allaient faire la version française, mais je ne leur avais pas encore demandé, je n'avais pas été chercher l'info. Je
Je suis une mauvaise personne, mais le C'est vrai. Tinérone dans le chat nous confirme que c'est Pixie Game normalement qui devrait faire la version française, puisque c'est également Pixie Game qui avait fait la version française de Stupor Mundi, donc et c'était vraiment un très bon choix de le localiser. Je les remercie parce que c'était vraiment très chouette. Donc Movers and Shakers me fait très envie, j'ai très hâte d'y jouer, super. Et enfin, le dernier, là, je vais pouvoir vous parler avec plus d'expérience. Ah, ça, on l'a vu à Essen, et j'ai eu envie de me mettre à la table. Est-ce que vous en avez parlé? Parce que je savais pas si vous l'aviez abordé, et j'ai pu y jouer, et en fait, comme on n'en avait pas parlé dans cette émission, et pour l'instant, il n'y a pas encore de Non, VF. on n'est pas rentré dans les détails. Ok, il n'y a pas encore de VF officialisé. Donc Pinched, c'est un jeu de l'éditeur Mighty Boards. C'est ceux qu'on fait justement Art Society, Rebirth. Et c'est un jeu de cette maison d'édition qui est de Malte, en fait. Là, pour le coup, c'est là que j'ai confondu. En fait, tout à l'heure, j'étais là, je sais qu'il y en a un des deux, c'est Malte, et c'est eux. Et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet éditeur, j'aime beaucoup les propositions qu'il fait. Il y a, et toujours mécaniquement, une petite originalité, mais surtout un très grand soin apporté à l'édition. Et là, encore une fois, le jeu est vraiment très très beau au niveau de la boîte. En plus, vous voyez pas, mais il y a le même effet de double layer que sur Art Society, c'est-à-dire que les parties noires sont creuses, enfin c'est l'inverse, hein, les pièces sont creusées dans la boîte et les parties noires sont en relief, donc vous avez un effet de profondeur sur la cover de la boîte. C'est un jeu de Jonathan Gilmour Long et David Gordon, illustré par Max Kosek et Kate Wessner-Redesiuk. Ouh là là. Ce jeu, c'est du stop ou encore et du cambriolage. Vous allez avoir dans votre main, en fait, il va y avoir un setup différent pour chaque partie. On va mettre différents endroits sur la table avec des rivières de cartes. Il va y avoir par exemple la maison de tel lord, la maison de tel milady, etc., qui vont avoir leur petit gameplay un petit peu original. Chaque plateau va avoir une petite règle différente, mais elles ont toutes en commun d'avoir des cartes, des rivières de cartes, qui sont des objets à récupérer, de grande valeur. Et à son tour, enfin à chaque tour d'un joueur, le joueur actif va devenir le mastermind, le cambrioleur du tour. Il va jouer une carte face cachée et les autres joueurs vont essayer de se greffer à son cambriolage pour choper des trucs avec lui. Donc on va jouer tous ensemble une carte et on va regarder un peu les collections que chacun commence à faire, parce qu'en fait on sait ce qui intéresse chacun. Donc on va se dire, ah bah il va aller là parce qu'il est très intéressé par ces cartes-là. Donc on va essayer de choisir la même carte que le cambrioleur en cours. Lui, il va essayer d'être le plus seul possible. Donc, il peut essayer de bluffer, soit parce que il a envie d'aller à très très fort à un endroit, et tant pis, il partagera son butin. Il prend le risque de partager son butin, ou alors il se dit, bah tout le monde va vouloir venir au même endroit que moi, donc je vais aller ailleurs. Et en fait, on va tous retourner nos cartes en même temps, et les lieux vont être résolus de telle sorte, c'est-à-dire que si le cambrioleur est tout seul, le cambrioleur le premier, hein, toujours, est tout seul dans un lieu, il récupère toutes les cartes du lieu. S'il partage avec d'autres, si plusieurs personnes y sont allées, on va prendre une carte chacun son tour. Et si personne n'y allait, bien sûr, rien ne se passe. Et il y a un lieu que j'adore, c'est la banque. J'ai mis une photo, je crois, de la banque particulièrement. Le coffre-fort de la banque, il est toujours accessible et on peut toujours y aller un peu en deux. Enfin, voilà. Si on y va tout seul, on pioche 2 cartes. Si on y va à plusieurs, on prend 4 cartes chacun. C'est énorme. Si on y va, si tout le monde y va, personne ne prend rien. Et donc, il y a toujours un enjeu sur ce lieu-là. On se dit, c'est un peu l'idée du super casse, c'est-à-dire si on n'y allait qu'à 2 ou à 3 sur 4 joueurs, on peut s'en mettre plein les poches. Mais le risque, c'est qu'on y aille tout seul et que ça rapporte pas grand-chose. Et voilà, le jeu repose sur ce principe-là. À chacun de vos tours, c'est très très dynamique. On va commencer à se faire des collections de cartes. Il y a des petites mécaniques sur chaque plateau. Si vous êtes tout seul à aller sur tel plateau, vous allez récupérer une œuvre d'art en plus qui vous fait des points. Donc vous allez vouloir bloquer les gens pour y aller, qui veulent y aller tout seuls, parce que comme ça vous les empêchez de faire beaucoup de points. Vous me voyez très enthousiaste sur ce jeu parce que, moi j'ai beaucoup aimé ma partie. J'ai trouvé que c'était dynamique, que c'était fun, que c'était le premier jeu avec ce genre de mécanique où on choisit tous le même endroit. Des fois, je trouve ça faible comme mécanique. Sur d'autres jeux, j'ai pas trop aimé. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à le rendre vraiment intéressant, vraiment thématique. Ça dure 30 minutes, 40 minutes. C'est hyper dynamique et rapide à expliquer. C'est fun. Bref, Pinched, j'espère qu'il aura une version française. Je sais que c'est encore en cours de discussion. J'espère aussi, parce que je suis curieux d'y jouer maintenant. Oui. J'y ai pas joué, moi. Non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc je n'ai pas d'avis à vous donner pour le moment.
Je vais amener, je sais que je viens au chalet Ah bah oui. dans une il fait partie des jeux que je vais mettre dans mon coffre pour venir vous voir parce que je pense que ça peut être très rigolo à jouer, justement, ensemble. Et oui, il y a un petit air de Toit de Paris et en même temps, c'est très différent. Mais oui, ce thème de cambriolage avec le stop ou encore, c'est un thème qui marche très, très bien, on voit pourquoi. Alors, je Après, lis j'ai vos pas commentaires en entendu. même temps, d'où ce silence-là. Non, j'ai pas vu passer la news de la nouvelle boîte d'horreur Arkham JCE chapitre 2. Si, je Mais l'ai vu passer, je l'ai pas mise parce que je fais un peu de sélection. Et comme c'est juste j'aurais pu la mettre dans quelques extensions ou quelques nouvelles éditions, mais c'est, Aurora Arkham, le jeu de cartes, à on va, collectionner, enfin pas à on va, collectionner, le jeu de cartes, qui est difficile là, avec des boîtes et des extensions à plus savoir quoi en faire. Il revient dans une toute nouvelle édition, complète, avec la boîte de base rééditée et donc de ah, je l'ai pas vu 2e passer, édition. moi. Ouais. Et Bah, on va devoir repasser à la caisse suite au changement, nous dit méthode X sur le chat. Et peut-être, et en même temps, je me dis, ah, bah, pourquoi pas, ça peut être cool du coup de, de refaire des vidéos sur ce genre de jeu dont on n'a pas parlé depuis un moment. En fait, c'est ça qui est sympa aussi. C'est nous qui réalisons des vidéos sur les bons jeux. Des fois, on n'y pense pas à les ressortir nécessairement et ça peut être l'occasion. De quel, jeu tu parles? Ah, il m'a pas entendu. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu disais. C'est pas grave. Non, juste pour que vous sachiez, quand vous regardez YouTube, des fois, il donne l'impression de pas m'écouter, mais en fait, il ne m'entend pas. D'où le fait qu'on se bagarre pour essayer de rebrancher des écouteurs. On va trouver une solution, mais ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses Ouais. à régler au niveau technique dans ces émissions-là pour qu'on arrive à s'entendre un petit peu mieux. On termine avec la minute culturelle. Ouais, alors il y avait les quelques extensions juste que j'ai mis en vrac, pour les montrer, Ah s'il y en pardon, a que oui, ça je les ai intéresse. zappés. Juste, c'est les Invincibles, The Card Game pour ceux qui sont fans du jeu. Il y a 2 extensions qui ont été annoncées et une extension pour Sidereal Confluence. C'est pas un jeu que j'ai particulièrement apprécié, mais voilà, des extensions ont été annoncées et bien sûr cette version, de Aurora Arkham, qui a été annoncée, mais dont j'ai pas parlé. Et donc oui, on peut passer à la minute culturelle. J'en ai mis une petite minute culturelle. Donc ta minute culturelle, parce que moi je fais que monter des vidéos en ce moment, c'est la panique. J'essaie de tenir à jour le site et c'est pas facile parce que il y a un afflux de jeux, on est ravis, on a plein de choses à vous présenter, mais il faut réussir à suivre le rythme. Et toi, tu as le temps de jouer un petit peu? Je Euh, t'envie. Non, bah, Ah bah si. j'ai eu le temps de jouer un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de jouer, autant que ce que je voudrais. Donc j'ai pas fini le jeu, mais je vais quand même vous le recommander parce que, pour l'instant, je passe quand même un super moment dessus et que je le trouve absolument, magnifique. The Drifter, alors par contre, c'est disponible qu'en anglais. Je m'excuse, souvent les jeux que je recommande sont dispo qu'en anglais. Est-ce que de votre côté aussi ça ah non, ça va, je vois, de mon côté, ça avait un peu figé Ah sur bon? Twitch, mais ouais, ça remarche. C'est un thriller d'aventure avec un un vagabond. On va incarner alors c'est difficile de comprendre le personnage qu'on incarne au début parce qu'on nous dit pas grand-chose sur lui, mais on joue un genre de vagabond, qui a choisi un chemin de vie, on va dire alternatif. Et il se réveille, dans un train et parce il retourne dans sa ville natale pour assister à l'enterrement de sa mère et dans le train dans lequel il se réveille, le vagabond qui est avec lui est assassiné immédiatement à la sortie du train. Et en fait, il va lui se retrouver accusé du crime et on va découvrir tout un système, enfin toute une organisation qui élimine les vagabonds dans la ville et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un point and click en fait. Et si je me permets de vous en parler, c'est parce que je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de point and click. Moi, j'adore les point and click et c'est un point and click qui reprend les graphismes à pixels des années justement de ces années-là, des grandes années des années 90-2000, de façon merveilleuse. Là, l'écran et les captures Oui, d'écran rendent on pas n'a pas le mouvement. forcément. Voilà, rendent pas hommage au jeu, mais il y a vraiment des jeux de couleurs et des précisions. Et quand il y a des flammes, c'est vraiment très, très, vraiment magnifique. Oui, Monkey Island type. Alors il y a eu énormément de jeux de ce genre, hein, donc Monkey Island, et c'était pas mon favori, bizarrement, mais c'est ce graphisme à la Monkey Island.
C'est tous les jeux LucasArts de l'époque, en fait. Et celui-ci est vraiment d'une extrême beauté. Et c'est vraiment un thriller, un jeu d'enquête, quelque chose d'assez noir, assez sérieux dans son thème, mais hyper agréable. Et surtout, si je le recommande, c'est parce que les commandes sur la Switch ou sur le Steam Deck ou par manette, comme vous voulez, ce que vous utilisez, fonctionnent extrêmement bien. D'habitude, les point and click, c'est très très mal calibré pour les jeux avec manette et pour jouer sur sa console. Et en l'occurrence, là, c'est hyper bien foutu. Ils ont trouvé un système de roues pour sélectionner les objets dans l'image et interagir avec et les combiner ensemble, etc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc voilà, vous allez jouer un personnage qui est accusé de meurtre, dont il a été témoin, et vous allez regarder. Vous avez vu les animations comme elles sont belles, et le jeu n'est pas, dans mon souvenir, je sais plus combien il coûte, mais il n'est pas hors de prix, et c'est vraiment du très grand art et graphique, et pour l'instant c'est très très prenant au niveau de l'enquête. Donc si vous avez envie de vivre une histoire et de rejouer un vieux point and click entre guillemets neuf, et regarde, c'est beau quand même, hein, les images, oui. c'est vraiment très très chouette. Donc pour l'instant, j'en suis encore qu'au premier tiers de l'histoire, donc c'est pour ça que je suis encore hésitante sur ce que je vous raconte du propos, mais j'avais envie de vous en parler et de vous le recommander parce que c'est la petite reco jeux vidéo de la semaine. Oui, j'avais recommandé un manga, et alors c'est un nom compliqué à se souvenir. On nous demande sur le chat des références par rapport aux précédentes émissions. C'est Matt Crack qui demande quel manga tu avais recommandé. On en a parlé 2 fois parce que quelqu'un d'autre l'a recommandé aussi et je me rappelle déjà plus. Bon. Ouais, et c'est Iyoshi Hayashi. C'est un nom vraiment japonais dont j'ai pas la mémoire là. She is Beautiful, non? C'est possible que ce soit ça? Non, Non. Moi je connais le nom en japonais en tout cas, mais non. Hirayazumi, c'est possible. Bon, voilà, vous regarderez les précédentes émissions. Oui, c'est tout à fait ça, c'est Hirayazumi. Merci l'appendixite. Je pouvais pas tendre le bras pour attraper mon exemplaire sous la main. Voilà. Et voilà. Et on arrive à la fin de cette émission. On vous a présenté plein de choses comme d'habitude. Vous avez eu l'occasion de participer aussi sur l'application, même s'il a fait un peu des siennes pendant cette matinale. Vous pouvez rattraper les votes si vous en avez loupé. On les a tous remis et on va regarder, comme toujours, on est à la fin de l'émission, les jeux que vous avez plébiscités le plus. Hop, je me connecte sur l'application. Et puis, quels sont, d'après toi, ceux qui devraient arriver en tête? Ah, ça c'est une bonne question. Tiens, je regarde pas... c'est bon, Tigre et Euphrate quand même, j'espère. Formidable Farm et peut-être le dernier Pinched. Eh bien, c'est Feya's Swamp qui arrive en premier. Ah bah oui, je suis bête, j'ai oublié qu'il y avait Feya's Swamp. Ensuite, on a Movers and Shakers et Formidable Farm en 4e position et Pinched en 5e position. Voilà, sur la douzaine de jeux qu'on a présentés aujourd'hui. Ceux qui vous attirent le plus, alors on a un peu de temps avant de les voir arriver dans nos boutiques. Il en manque. Il en manque, ils sont tous là, mais ça, c'est les 5 premiers. C'est les 5 qui sont arrivés en tête et vous voyez que ça évolue encore. On vous donne juste les 5 premiers votes, on donne pas les derniers de la classe. Alors, ceci dit, on réfléchit là actuellement à vous donner accès à des stats plus personnalisées, plus personnelles notamment. C'est des choses sur lesquelles Yoann travaille actuellement. Elle bouge beaucoup l'application, hein. C'est pour ça que des fois qu'il y a des petites surprises quand on s'y connecte également. Et on se pose la question, on vous en reparle prochainement, de faire une page profil personnel où vous pourrez regarder d'autres informations derrière. Vous nous direz si ça vous intéresse, si ça vous amuserait d'avoir d'autres informations, mais auxquelles vous avez accès. Celles-ci, elles sont publiques. Est-ce que vous voudriez avoir des informations plus personnelles? Dites-nous, et puis on verra si on met ça en place. Comme le numéro de téléphone de Yoann, par exemple. Voilà, envoyez des demandes à Yoann qui vous crée un truc personnalisé. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous. Nous, demain, on sera avec Fantasy Games et Florian pour parler des jeux qui arrivent chez les éditeurs. Il y a plein de choses. Il donne son numéro de téléphone. Mais avec des X à la fin, Yoann, sur le chat. C'est un jeu de déduction, faut déduire les numéros de Yoann Levet. Tu sais, il n'y a que 1000 possibilités. Hein, donc, non, 9999 possibilités. Donc, il y a moyen de trouver. C'est faisable. Donne-nous des indices et on y va. Je suis sûr que j'ai fait le mauvais calcul en plus. 9999, non. Il y a 10 000 possibilités. Il y a les zéros aussi.
Eh oui, Mad Crack m'a corrigé. Mais je me suis corrigé avant, ça va, l'honneur est sauf. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission, donc dès demain avec Florian, et puis nous ensemble la semaine prochaine. Faut qu'on vérifie les jours, mais on sera ensemble la semaine prochaine pour vous parler de nouveaux jeux qui arrivent. Ah là là, il y en a plein. Bonne journée à tous, et à très bientôt. Ciao.